Certains le considèrent comme un génie, d'autres comme un fou. Pour certains, c'est un héros, pour d'autres, un méchant. Saint, serviteur du diable, sauveur de la Russie, destructeur de la Russie, cet homme a reçu toutes sortes de jugements. Les débats à son sujet ne cessent pas, même 100 ans après sa mort. Aujourd'hui, notre programme portera sur Vladimir Ilitch Lénine. Quoi? Encore à glorifier ce monstre et cet ennemi? Pourquoi parler de lui? Tout est déjà clair avec lui. Sanguinaire, dictateur, tyran rouge. Et vous, qui êtes-vous? Nous représentons différents points de vue sur la personnalité de Lénine. Dès que nous voyons ou entendons le mot Lénine, nous devons absolument nous exprimer à ce sujet. Nous ne pouvons tout simplement pas nous retenir et rester silencieux. Permettez-moi de me présenter, Evgeny Fedorovich Zagavorikov. Je suis un activiste public écrivain. J'ai étudié la conspiration anglo-saxonne contre la mère Russie. Vous savez bien que tout le mal qui se produit en Russie en cours des 400 dernières années est le résultat de machination des anglo-saxons. Et moi, je suis Dasha Liberalova. L'arrière-grand-oncle de l'ami de la femme de mon ami a été fusillé par les bolcheviks 2 fois. Mais malgré ce régime communiste sanglant, il a survécu. C'est pour ça que je déteste Lénine, Staline et le totalitarisme. Et moi, je suis Masha Instagramova, blogueuse. Je m'intéresse à la mode, au style, aux finances et à tout ce qui est tendance. Les bombes de Lénine sont à la mode en ce moment. Le président les a mentionnées 20 fois au cours des 5 dernières années. Alors j'essaie de suivre ce sujet, mais honnêtement je n'ai pas d'opinion claire. Tout est confus dans ma tête. Certains soutiennent Lénine, d'autres sont contre. Comment m'y retrouver? Pourquoi se compliquer la vie? C'est un véritable antéchrist. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Ivan le Sang Noir. Je suis monarchiste et combattant contre la peste bolchevique. Et moi je suis Vassia Obivateliev. J'aime bien manger et jouer aux jeux vidéo, mais parfois je m'intéresse à la politique. J'aime les débats houleux sur internet et je prends plaisir à troller les personnes nostalgiques de l'époque soviétique, et surtout les communistes. D'accord, quelle bande intéressante. Que voulez-vous si je puis demander? Nous ne laisserons pas glorifier Lénine gratuitement ici. Nous dirons la vérité sur lui. Très bien, restez, cela rendra l'émission encore plus intéressante, mais promettez de ne pas m'interrompre trop souvent. Commençons par évoquer ce que furent les 60 dernières années de l'histoire empire russe. Une grande époque, la Russie que nous avons perdue. Ah, où serions-nous aujourd'hui si ce n'était pas pour les maudits anglo-saxons? Lénine est né seulement 9 ans après l'abolition du servage en Russie. La défaite dans la guerre de Crimée avait révélé le grave retard de l'Empire russe par rapport aux grandes puissances de l'époque. Ce qui avait poussé à des réformes longtemps attendues. Cependant, l'émancipation des paysans en 1861 n'a pas facilité leur vie. Elle n'a fait que remplacer une forme d'avertissement par une autre. Pendant près d'un demi-siècle encore, les anciens serfs portaient le lourd fardeau de paiement de rachat et payaient de lourds impôts. Les meilleures terres restaient entre les mains des propriétaires terriens. La famine était régulière. Ses principales causes étaient le manque de terre pour la plupart des paysans et le retard de technologies agricoles utilisées. Parfois, des dizaines de provinces souffraient de famine simultanément. La Russie était également en tête en termes de propagation de maladies infectieuses en Europe. La majorité des sujets de l'Empire russe vivaient dans des conditions sanitaires défavorables et beaucoup avaient une conception très vague de l'hygiène. Dysenterie, épidémies de typhus et de choléra décimaient la population russe par millions. Cette situation était souvent aggravée par la faible accessibilité de soins médicaux, l'ignorance des masses et parfois leur méfiance envers les médecins. Selon le livre de Nikolai Roubakin, La Russie en chiffres, publié en 1912, l'espérance de vie moyenne dans le pays ne dépassait pas 33 ans. Pendant ce temps,
sur le continent européen, elle atteignait en moyenne 49 ans. L'Empire russe détenait également le record européen en termes de mortalité infantile. Les difficultés des masses populaires étaient largement reconnues, non seulement par le socialiste, mais aussi par les figures publiques aux vues nationalistes. En 1914, le publiciste Mikhail Menchikov écrivait « Arrêtons, messieurs, de nous tromper et de feindre la réalité. Des circonstances purement zoologiques comme le manque de nourriture, de vêtements, de combustible et de culture élémentaire chez le peuple russe ne signifient-elles rien ? Est-ce que notre honteuse mortalité infantile jamais vue ailleurs dans le monde où la majorité de la population n'atteint même pas un tiers de l'espérance de vie humaine ne signifie-t-elle rien ? Néanmoins, après l'abolition du servage, le développement économique de la Russie s'est accéléré. Enfin, vous dites la vérité. Les maudits bolcheviks ont détruit un si grand pays. Oui, l'industrie se développait rapidement. Des centaines de milliers de paysans, ayant obtenu leur liberté personnelle, se précipitaient vers les villes, les usines, les ateliers et les mines pour chercher du travail. Mais les conditions de vie et de travail de cette nouvelle classe, le prolétariat russe, étaient extrêmes. Ce n'est qu'en 1898 que la journée de travail fut limitée par la loi à 11h30. Les entrepreneurs s'enrichissaient sur le dos des ouvriers, les arnaquant et les sectionnant constamment pour diverses raisons. La plupart du temps, les travailleurs vivaient dans de petites chambres exiguës, des baraques ou des dortoirs, dont les conditions de vie rappelaient parfois celles des camps de concentration. Le travail des femmes et des enfants était largement utilisé. La misère poussait les femmes à se prostituer, la prostitution était légalisée dans l'Empire russe, mais de nombreuses femmes y travaillaient sans enregistrement officiel. Les ouvriers luttaient pour leurs droits. Les premières grèves en Russie datent des années 1870. Entre 1881 et 1886, au moins 48 grèves furent organisées, impliquant 80 000 personnes. Toute tentative de la part des ouvriers et des paysans de revendiquer quoi que ce soit était réprimée avec brutalité dans la Russie tsariste. Dans le même temps, les inégalités économiques augmentaient dans les campagnes. La majorité des paysans étaient sans chevaux ou n'en possédaient qu'un seul. En 1903, sur 10 millions de foyers paysans, 3,5 millions n'avaient pas de chevaux. A l'inverse, 1,5 million de koulags possédaient la moitié des terres cultivées. Ces bourgeois ruraux s'enrichissaient rapidement grâce à l'exploitation des pauvres et à l'usure. Les masses d'ouvriers et de paysans souffraient d'une grande pauvreté, tandis que les couches les plus riches de la société vivaient dans le luxe. Des millions de sujets de l'Empire russe manquaient de pain alors que le tsar et sa famille voguaient sur des yachts équipés de ventilateurs électriques et de réfrigérateurs. Ajoutez à cela des inégalités de classe humiliantes, des pancartes dans les lieux publics annonçaient « Interdit aux chiens et aux soldats de rang inférieur » et l'accès à l'éducation pour les masses populaires était sévèrement limité. Ce n'est qu'en 1903 que les châtiments corporels furent officiellement abolis dans le pays. Cependant, dans l'armée et la marine, les abus des officiers envers les soldats et les marins ne cessèrent pas. Léon Tolstoï décrivait honnêtement la réalité de l'époque. Les paysans, les ouvriers, les Ends, comme disent les Anglais, sont nécessaires pour travailler pour nous. Pourquoi cacher qu'il existe un fossé entre nous, les seigneurs et les paysans? Il y a les seigneurs et les paysans, le peuple noir. Les uns sont respectés, les autres méprisés. Et entre les deux, il n'y a pas de lien. Les seigneurs n'épousent jamais les paysannes, ne marient pas leurs filles à des paysans. Les seigneurs ne fréquentent pas les paysans comme leurs égaux, ne mangent pas avec eux, ne se soient même pas à côté d'eux. Les seigneurs disent « tu » aux ouvriers, et les ouvriers disent « vous » aux seigneurs. Les uns sont admis dans les lieux propres et à l'avant des cathédrales, et les autres ne sont pas et sont repoussés à coups de pied. Ce sont deux castes distinctes. Sans chercher à adoucir les angles, l'écrivain parlait souvent de mécontentement, croisant du peuple face aux parasites riches. Voici une note tirée du journal de Tolstoï, datée du 13 septembre 1891. Ces gens, qui vivent sur le dos des autres, ne comprendront-ils pas eux-mêmes qu'ils ne devaient pas faire cela? Et ne descendront-ils pas volontairement avant que les autres ne le fassent tomber et ne les écrasent? Il n'y avait pas d'égalité entre les peuples de l'Empire russe. Le gouvernement menait une politique de russification,
forcés par d'autres nationalités. La guerre russo-japonaise, perdue, révéla une fois de plus le retard de la Russie tsariste et dénonce considérablement l'autorité du pouvoir. Quant à la répression brutale d'une marche pacifique d'ouvriers à Saint-Pétersbourg, en janvier 1905, elle devient le déclencheur de la première révolution russe. Le développement économique de la Russie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle s'effectua dans une large mesure grâce aux capitaux étrangers. Ce développement profitait avant tout aux investisseurs occidentaux et à la bourgeoisie locale, mais n'améliorait pas les conditions de vie du peuple laborieux. La dépendance à l'égard des capitaux étrangers s'accroissait. Cette dépendance finit par faire de l'Empire russe, en essence, un vassal et un partenaire junior obligé d'entrer dans la guerre mondiale aux côtés de l'Angleterre et de la France. Le pays combattit mal. Les décennies de retard accumulés se firent sentir. Pénurie de munitions, absence d'industrie pharmaceutique nationale, faible développement technologique comparé aux pays les plus avancés. La guerre mit en lumière de nombreux problèmes de l'État russe. Pendant ce temps, les bourgeois spectateurs s'enrichissaient, sans vergogne, grâce à cette tuerie mondiale. La dette du pays envers les banques étrangères augmentait. La situation, déjà difficile, des paysans et de la classe ouvrière s'aggrava brusquement. Une situation révolutionnaire mûrissait. La guerre est la sage-femme de la révolution. Et ce nœud serré de contradictions économiques et sociales qui s'était formé au fil des siècles, fut tranché en 1917 par les bolcheviks. Quelles absurdités tu racontes, ennemi du peuple. Quel nœud serré. Nous aurions gagné la première guerre mondiale, Constantinople aurait été à nous. Et puis ce misérable de votre Ulyanov Blanc, sa famille a tout reçu du tsar. Ils étaient nobles et il s'est dressé contre l'empereur, un traître. Et vraiment, pourquoi Lénine ne pouvait-il pas simplement vivre normalement? Son père avait un poste respectable. Il aurait étudié le droit, serait devenu avocat, il aurait servi de riches clients et profité de la vie. C'est vrai? Pourquoi lui fallait-il tout ça? Fais-toi une belle carrière, achète-toi une bonne maison, travaille sur ton développement personnel, il serait devenu un influenceur ou quelque chose comme ça. Eh bien, peut-être que certains pensent non seulement à eux-mêmes, il y a ceux qui s'inquiètent pour le bien-être de toute la société, qui ne supportent pas l'oppression, qui ne restent pas indifférents face à l'injustice et aux souffrances des autres. Pensez-vous que Vladimir Ilitch ne pouvait pas être une de ces personnes? Lénine a été influencé par une idéologie occidentale destructrice. C'est simple, les Ulyanov auraient dû élever leurs enfants correctement. Eh bien, parlons justement de la famille dans laquelle Vladimir Ilitch a grandi. Le père de Lénine, Ilya Nikolaevitch Ulyanov, était un descendant de serfs et provenait d'une modeste famille de la classe moyenne. Grâce à l'aide de son frère, il reçut une éducation secondaire et plus tard termina brillamment l'université de Kazan. Ses capacités exceptionnelles permirent à Ilya Ulyanov de faire une carrière administrative rare et extrêmement réussie pour une personne de son origine. Il atteignit le grade de conseiller d'État actif et devint directeur des écoles publiques de la province de Simbersk. Malgré ses vues généralement conservatrices, Ilya Nikolaevitch était un pédagogue progressiste et démocratique. Il militait pour un accès égal à l'éducation pour tous les enfants, garçons et filles, russes et non russes, riches et pauvres. Grâce à ses efforts, des milliers d'enfants paysans commencèrent à recevoir une éducation. Ulyanov père rejetait la violence comme méthode d'éducation. Avec les enfants, y compris les siens, il faisait preuve de délicatesse, de tact et de respect. La plus grande punition consistait à envoyer l'enfant fautif s'asseoir sur le canapé dans le bureau du père. Les enfants particulièrement turbulents étaient parfois assis à côté de lui. La mère de Vladimir Ilitch, Maria Alexandrovna, avait reçu une excellente éducation à domicile. Elle connaissait et aimait les langues étrangères et transmettait cette passion à ses enfants. Pendant leur temps libre, la famille Ulyanov aimait jouer à des jeux de société, aux échecs et à des charades et à des énigmes. Dans la maison des Ulyanov, les horaires étaient toujours précieusement définis pour les études, les tâches domestiques, les loisirs, les repas et le sommeil, ce qui habituait chacun à respecter un mode de vie organisé. Les contemporains décrivaient Volodya Ulyanov comme un élève capable et assidu, une véritable encyclopédie ambulante. Il grandit dans une atmosphère qui combinait des relations familiales chaleureuses
un amour pour l'apprentissage et le travail intellectuel. Bien qu'Ilya Nikolaevitch et Maria Alexandrovna avaient été des personnes loyales et respectueuses des lois, 5 de leurs enfants devinrent révolutionnaires. Vladimir Ilitch aimait particulièrement son frère aîné, Alexandre, qui exerça une grande influence sur lui. Alexandre Ulyanov termina brillamment ses études au lycée et poursuivit ses études avec succès à la faculté de physique et de mathématiques de l'université de Saint-Pétersbourg et participa à la préparation d'un attentat contre Alexandre III. Cependant, l'organisation terroriste fut démantelée et Alexandre fut exécuté. D'après les souvenirs de sa sœur cadette de Lénine, Maria Ilitchna, le jeune lycéen Ulyanov exprima alors une pensée qui devint plus tard célèbre dans la version poétique de Mayakovsky, nous prendrons un autre chemin. Votre Lénine est un étranger, un juif, c'est pour cela qu'il nuit à la Russie. Vladimir Ilitch avait des origines variées, russes, allemandes, suédoises. Et il comptait aussi des juifs parmi ses ancêtres. Dans notre pays, où des dizaines d'ethnies ont toujours cohabité, beaucoup ont un mélange de sang divers. Et combien de sang russe coulait dans les veines des derniers empereurs russes? Et pourtant, le sang étranger, allemand ou danois, des monarques n'empêchent en rien les monarchistes de les respecter profondément. Vous osez comparer nos souverains, point de Dieu, à l'ennemi de la Russie. Et je vous dis qu'il était juif. Donc, sur la question nationale, vous partagez les mêmes opinions qu'un certain homme politique allemand bien connu? Vous accusez les juifs de tous les maux de l'humanité? Eh bien non, je vous demande de ne pas me comparer à cela. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, bien sûr. Si le racisme, le chauvinisme et la haine des autres peuples sont servis sous le couvert du patriotisme russe, alors évidemment cela change tout. Cela devient tout à fait différent. Mais pourquoi vous me tourmentez comme ça? D'accord, ne vous énervez pas. Je vais poursuivre mon récit. En août 1887, Lénine entre à la faculté de droit de l'université de Kazan. Mais dès décembre, il en est exclu pour avoir participé à des manifestations étudiantes. Il passe près d'un an dans la maison de campagne de ses proches. Là, il lit beaucoup. Et les travaux de Tchernychevsky exercent une grande influence sur lui. En Russie, les idées de Karl Marx se diffusent depuis plusieurs années. Le pays compte déjà ses propres théoriciens du marxisme, dont le plus éminent est Georgi Plekhanov. Marx a découvert les lois fondamentales du développement économique et politique de la société. Il fut le premier à dévoiler les mécanismes d'exploitation dans différentes formations économiques et à démontrer scientifiquement que le progrès de l'humanité est impensable sans la lutte des classes et les révolutions. Dans les entrailles du régime féodal est né le capitalisme, qui a joué un rôle décisif dans la destruction de l'ordre féodal. De même, le capitalisme a engendré la classe qui deviendra son fossoyeur, la classe ouvrière. À la suite de la Révolution, les moyens de production passeront des mains privées des capitalistes à la propriété collective des travailleurs. Et cette lutte devra être dirigée par l'avant-garde de la classe ouvrière, le Parti communiste révolutionnaire. En 1889, Vladimir Ulyanov commence à maîtriser de manière autonome la théorie de Marx. Il perfectionne ses compétences en auto-formation et participe à des cercles marxistes, d'abord à Kazan, puis à Samara. En novembre 1891, avec l'autorisation des autorités, Lénine passe en candidat libre les examens du cursus de la faculté de droit de l'université de Saint-Pétersbourg. Pendant un certain temps, il travaille comme assistant auprès d'un avocat à Samara, mais la carrière juridique ne l'attire pas. La révolution est déjà devenue la passion principale de Vladimir Ulyanov, qui se tient de plus en plus fermement sur les positions du marxisme. En 1893, Lénine s'installe à Saint-Pétersbourg. Le jeune révolutionnaire devient rapidement une figure connue parmi les sociodémocrates locaux. À cette époque, le principal obstacle à la diffusion du marxisme en Russie était le mouvement populiste. Les populistes pensaient que, sous la direction de l'intelligentsia, la paysannerie renverserait le tsarisme et établirait le socialisme. N'ayant pas réussi à rallier les masses paysannes, les populistes décidèrent de lutter contre le régime tsariste par leurs propres moyens. Ils misèrent sur le terrorisme individuel et les héros solitaires. La société secrète Narodnaya Volia, la volonté du peuple, organisa un assassinat réussi d'Alexandre II. Mais l'empereur assassiné fut remplacé sur le trône par son successeur. Georgi Plekhanov a beaucoup contribué à la défaite idéologique des populistes. Mais c'est Lénine qui, par ses travaux,
à porter un coup final au populisme. Dès ses premiers livres et articles, Vladimir Ilitch se hisse au rang des plus éminents théoriciens du marxisme en Russie, tels que Plekhanov et Alex Rod. En 1895, Lénine unifie tous les cercles marxistes de Saint-Pétersbourg en une seule organisation, l'Union de lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière. Une vaste campagne d'agitation auprès des ouvriers commence. L'Union organise et dirige les grèves. Le marxisme se combine en Russie avec le mouvement ouvrier. L'activité politique de Lénine attire l'attention du gouvernement tsariste. Il est arrêté et emprisonné. En 1897, Lénine est envoyé en exil. En 1900, Vladimir Ulyanov quitte la Russie. Jusqu'en 1917, il vit et travaille principalement à l'étranger, tout en maintenant des liens étroits avec la Russie. Dès 1898, les sociodémocrates russes tentèrent de s'unir en un parti. Mais lors du premier congrès du RSDRP, cet objectif ne put être atteint. Pour unir les organisations dispersées, surmonter leur désorganisation idéologique et leur amateurisme, Lénine crée le premier journal révolutionnaire marxiste à l'échelle nationale, Iskra. En 1903, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, POSDR, est fondé. Mais dès sa création, le parti se divise en deux factions. Lénine insiste sur le fait que tous les membres du parti doivent se soumettre à une discipline stricte. Le noyau de l'organisation doit être composé de révolutionnaires professionnels maîtrisant bien la théorie marxiste et entièrement dévoués à leur cause. Cependant, certains sociodémocrates s'opposent à la formation d'un parti révolutionnaire combatif du type léniniste. Ils soutiennent l'anarchie et la désorganisation structurelle. Leur préférence va à l'individualisme intellectuel irresponsable, incompatible avec la direction de la lutte de la classe ouvrière. La faction du POSDR, qui soutient Lénine, est appelée les bolcheviks, tandis que ceux qui s'opposent à sa ligne sont nommés les mencheviks. La crise de l'autocratie, en 1905, mène au début de la première révolution russe. Lénine revient clandestinement en Russie. Malgré la répression de la révolution par le gouvernement tsariste, celle-ci enseigne beaucoup aux bolcheviks. Les masses populaires commencent à perdre leur foi dans l'image du bon tsar père. La paysannerie montre qu'elle peut être un allié des ouvriers dans la lutte révolutionnaire. Les masses acquièrent une expérience politique essentielle dans l'organisation et le fonctionnement des soviets. Après l'échec de la révolution, commence une période de réaction sous Stolypine. Les bolcheviks luttent pour préserver leur parti. Ils empêchent la dissolution des structures clandestines du POSDR, comme le souhaitent les mencheviks liquidateurs, et poursuivent leur participation à l'activité sociopolitique légale, malgré l'opposition d'une partie des bolcheviks, les hotsovistes. Les divergences entre bolcheviks et mencheviks s'accentuent. Les mencheviks se tournent de plus en plus vers une politique de compromis et renoncent à la lutte révolutionnaire. Lors de la conférence de Prague, en 1912, les bolcheviks et les mencheviks se séparent définitivement. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les bolcheviks deviennent le seul parti prolétariat de la Deuxième Internationale à défendre l'idée de transformer la boucherie, déclenchée par les propriétaires du capital financier, en une guerre civile contre les capitalistes. En 1916, Lénine rédige l'un de ses travaux les plus importants, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Ce livre propose une analyse scientifique du capitalisme monopoliste. Il explique que, du fait du développement inégal des grandes puissances capitalistes et des déséquilibres entre elles, les guerres pour le repartage du monde sont inévitables. Mais malgré l'horreur de ces guerres, elles offrent une opportunité au prolétariat de prendre le pouvoir. Les ouvriers de Russie et le parti bolchevique sont les premiers au monde à exploiter la crise et les faiblesses du capitalisme. En février 1917, la révolution bourgeoise démocratique éclate. Le tsarisme est renversé. Dès avril, Lénine revient en Russie. Le parti prend la décision de renverser le gouvernement bourgeois et d'établir la dictature du prolétariat. Les bolcheviks mènent un travail politique colossal, gagnant le soutien des ouvriers, acquérant de l'autorité dans les soviets et ralliant des millions de paysans à la cause de la révolution prolétarienne. Tous, cependant, ne sont pas d'accord avec l'idée d'un soulèvement armé contre le gouvernement provisoire. Mais une fois encore, Lénine parvient à convaincre ses camarades de la justesse de la voie choisie. La révolution socialiste d'octobre triomphe. Les usines, les terres, les chemins de fer et les banques passent sous propriété collective.
les propriétaires terriens et les capitalistes refusent d'accepter ces changements. En collusion avec les généraux des armées blanches et les cercles dirigeants des pays de l'entente, ils déclenchent une guerre civile. Les bolcheviks mobilisent les ouvriers et les paysans pour lutter contre les envahisseurs étrangers et les forces de la contre-révolution. Les larges masses populaires, les marins, les soldats et de nombreux officiers de l'armée soutiennent le pouvoir soviétique. L'armée rouge défait les forces de l'entente et expulse de la République des soviets les troupes d'intervention. En 1922, une nouvelle entité politique apparaît sur la carte mondiale. L'Union des républiques socialistes soviétiques. Le jeune État prolétarien entame une construction socialiste pacifique. Plus de 30 années de la biographie de Lénine sont marquées par un travail scientifique acharné et une lutte révolutionnaire sans peur. Il est devenu le continuateur les plus imminents de l'œuvre de Marx et Engels. En abordant toutes les tâches politiques de son époque en tant que matérialiste dialecticien, Lénine a su transformer les contradictions de son époque en levier pour la victoire de la révolution prolétaire. Il acceptait des concessions tactiques, des alliances temporaires lorsque les circonstances l'exigeaient, mais restait absolument ferme et intransigeant sur la question de principe. Lénine a démontré à quel point le dialectique matérialiste peut être un outil puissant et politique. C'est précisément cela qui le rend encore aujourd'hui redoutable pour tous les exploiteurs de notre planète. Et bien sûr, il est impossible de ne pas dire quelques mots sur les qualités personnelles de Vladimir Ilitch. Lénine a consacré toute sa vie à la cause de la révolution prolétarienne. Il ne s'intéresse ni à la mode vestimentaire, ni aux intérieurs luxueux, ni aux restaurants coûteux. Cependant, Lénine refusait qu'on le qualifie d'ascète. Il aimait la vie. Vladimir Ilitch ne négligeait jamais l'exercice physique, adorait les promenades à pied et à vélo, l'air frais et la nature. De nombreux contemporains soulignaient sa constitution robuste et même lui disaient qu'un révolutionnaire devait être physiquement fort et endurant. Vladimir Ilitch ne supportait pas les commérages, il détestait les blagues vulgaires, mais n'était pas étranger à l'humour. Il aimait les bons jeux de mots et les calembours réussis. Dans les discussions politiques, Vladimir Ilitch était passionné et intransigeant. Il ne s'embarrassait pas de formules douces et n'épargnait pas ses opposants. Lorsque ses adversaires l'insultaient, se souvenait Nadezhda Konstantinovna Krupskaya. Ilitch s'enflammait, répondait avec vigueur et défendait sa position. Mais dès qu'il s'agissait de relever de nouveaux défis et qu'il devenait possible de travailler avec ses mêmes adversaires, Ilitch savait s'adresser à eux comme à des camarades. Lénine était en tout un homme d'action. Il n'aimait ni les retards ni le gaspillage de temps. Les débats généraux lors des réunions l'irritaient. Il exigeait toujours des faits concrets, des chiffres ou des documents de la part de ses interlocuteurs et rapporteurs. Le premier dirigeant de l'État soviétique ne supportait pas les éloges excessifs à son égard et stoppait systématiquement toute tentative de lui chanter des louanges. Le gestionnaire des affaires de conseil des commissaires du peuple, Bonch-Bruatsky, avait une fois augmenté son salaire de manière injustifiée. Vladimir Ilitch annula cette décision comme étant illégale et adressa un blâme sévère à Bonch-Bruatsky. Dans le caractère de Vladimir Ilitch, il n'y avait rien de ce que Lunarcharsky appelait l'égotisme. Lénine avait une pleine conscience de ses capacités et de son rôle dans l'histoire, mais il était dépourvu de toute forme de vanité. Il ne se focalisait pas sur lui-même et ne percevait pas comme un vase précieux. Son humilité était sincère et naturelle. Lénine était entièrement absorbé par la cause de la libération de l'humanité du joug de l'exploitation privée. Comme le soulignait Lunacharsky, il avait offert sa personnalité tout entière à la forge communiste. Il travaillait avec dévouement, honnêteté, responsabilité et discipline, sans attendre aucune récompense. C'est précisément cette attitude envers le travail qui sera naturelle pour tous dans la société communiste. Par sa vie, Lénine a montré comment un véritable communiste devrait vivre, lutter et travailler. La qualité majeure de Lénine, selon Lunacharsky, était qu'il était un homme d'une gaieté extraordinaire. La raison de cet optimisme inépuisable résidait dans le fait que, en tant que marxiste, Lénine comprenait l'inévitabilité historique de la victoire du communisme. Il ne croyait pas à cette victoire de manière aveugle ou fanatique, mais la prévoyait comme un scientifique, connaissait les lois du développement historique de la société. Votre Lénine a détruit la foi orthodoxe et a anéanti l'Église.
Combien de persécutions a-t-il menées contre les croyants et les prêtres? Aucune persécution contre des personnes en raison de leurs croyances religieuses n'a eu lieu sous les bolcheviks. Oui, les communistes proclamaient ouvertement qu'ils étaient athées, et l'État soviétique ne pouvait être laïque, Lénine le déclarait explicitement. Chacun doit être absolument libre de pratiquer la religion qu'il souhaite, ou de ne reconnaître aucune religion, c'est-à-dire d'être athée. Aucun citoyen ne peut être discriminé dans ses droits en fonction de ses croyances religieuses. L'Église était séparée de l'État et privée de son soutien, mais personne n'avait le droit de forcer quiconque à renoncer à ses convictions religieuses par la force. Quant aux prêtres, qui prenaient les armes ou luttaient contre le pouvoir soviétique par d'autres moyens, ils étaient traités comme des ennemis de classe. Mais en quoi cela révèle-t-il de la persécution de la foi? À cause de vous, tous les fondements moraux se sont effondrés en Russie. Encore une fois, vous parlez en termes abstraits. De quel fondement exactement regrettez-vous la disparition? Du droit des seigneurs et des riches à opprimer les simples soldats, les ouvriers ou les paysans? Vladimir Ilitch ne croyait en aucune morale éternelle descendue d'en haut. Matérialiste et dialecticien, il comprenait parfaitement que la classe dominante définit la morale de la société. Pendant des milliers d'années, d'abord les esclavagistes, puis les féodaux, et enfin les capitalistes ont parasité leurs semblables au sein de l'humanité. Lénine a porté un coup irréparable aux ordres exploiteurs, créant un précédent dangereux. Il était évident que pour les exploiteurs, il représente une incarnation du mal, presque Satan en personne. Il n'est pas surprenant que les capitalistes, avec leur personnel intellectuel, s'efforcent de diaboliser le leader de la première révolution prolétarienne victorieuse. Ils s'en servent pour effrayer, le présentent comme un monstre, hurlent qu'il a détruit les valeurs traditionnelles. Mais la valeur la plus importante qu'ils défendent, c'est leur droit traditionnel de vivre aux dépens du travail salarié. Votre Lénine n'est qu'un traître. Durant la guerre, il a orchestré un coup d'état, et les bolcheviks ont corrompu les soldats avec leur propagande. Puis en fait, ils étaient tous des agents de l'Allemagne. Mais non, Lénine et ses bolcheviks étaient des agents de la Grande-Bretagne. J'en ai parlé dans mes livres. L'anglaise dérange encore, et l'anglaise revient pour déranger encore. Je suis convaincu, il était un agent de la Grande-Bretagne. Vous voyez, vous n'arrivez même pas à décider de quel pays Vladimir Ilitch était un agent. Et si nous raisonnions logiquement, je comprends que la logique n'est pas votre point fort. Mais essayons tout de même. Pour commencer, examinons le principal résultat de la guerre civile. Les soviets ont pris le contrôle de la majeure partie de l'ancien empire russe. La paix de Brest-Litovsk, pour laquelle ils sont critiqués depuis plus d'un siècle, était une concession temporaire. Le 25 février 1918, dans l'article « Une leçon difficile mais nécessaire », Lénine écrivait « Un crime, du point de vue de la défense de la patrie, c'est d'accepter un affrontement militaire avec un ennemi infiniment plus fort et préparé, alors qu'on sait qu'on n'a pas d'armes. Nous devons signer, du point de vue de la défense de la patrie, la paix la plus lourde, oppressive, cruelle et honteuse. Non pas pour capituler devant l'impérialisme, mais pour apprendre et nous préparer à combattre contre lui de manière sérieuse et constructive. La tactique de Lénine s'est avérée juste ici aussi. Le traité de Brest-Litovsk fut annulé en novembre de la même année. Les bolcheviks ont réussi à former une puissante armée ouvrière et paysanne, qui a finalement forcé les gardes blancs et les forces d'intervention à quitter la Russie. En 1922, l'URSS fut fondée. De plus, les bolcheviks ont refusé de rembourser les dettes du gouvernement provisoire et de la Russie tsariste, qui s'élevait à des milliards de roubles en or. De qui les bolcheviks étaient-ils les agents, si les forces d'intervention n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient d'eux? De plus, en seulement 15 à 20 ans, l'URSS est devenue une puissance, un véritable os dans la gorge de tous les principales puissances capitalistes de la planète. L'Allemagne du Kaiser aurait-elle vraiment financé les bolcheviks uniquement pour qu'un quart de siècle plus tard, ils infligent une défaite écrasante à l'Allemagne hitlérienne? Les Allemands, lorsqu'ils ont recruté et payé Lénine, lui ont dit « Dès que vous prenez le pouvoir, commencez immédiatement à ouvrir des instituts de recherche et des universités. Construisez des centrales électriques, créez une armée capable de se défendre et assurer au peuple soviétique des soins médicaux gratuits,
et une éducation universelle. Après la révolution de février, l'influence politique des bolcheviks a rapidement augmenté. Pour discréditer Lénine et son parti, le gouvernement provisoire ainsi que les alliés de la Russie dans l'entente ont propagé de telles rumeurs. Les intérêts des bourgeois russes, britanniques et français sont clairs. Ils avaient besoin du soldat russe sur le front comme chair à canon. Staline décrivait ainsi la position de la Russie pré-révolutionnaire parmi les grandes puissances de l'époque. La Russie tsariste était la plus grande réserve de l'impérialisme occidental, non seulement dans le sens où elles offraient un libre accès au capital étranger, qui contrôlait des secteurs aussi décisifs de l'économie nationale russe que le combustible et la métallurgie, mais aussi dans le sens où elles pouvaient fournir des millions de soldats aux impérialistes occidentaux. Souvenez-vous de l'armée russe de 14 millions d'hommes, qui versait son sang sur les fronts impérialistes pour garantir les profits effrénés des capitalistes anglo-français. Le tsar, et plus tard le gouvernement provisoire, dépendaient de leurs partenaires occidentaux. Tous les leaders du mouvement blanc étaient d'une manière ou d'une autre liés à l'étranger. Mais les agents étrangers, ce sont les bolcheviks. Logique. Peu importe, Lénine est un espion, point final. En 1919, le sénateur républicain Edgar Bora posa une question pertinente. Ce que je ne comprends pas, monsieur le président, c'est ceci. Si Lénine ne représente pas les masses du peuple russe, alors pourquoi l'amiral Kolchak et d'autres, qui prétendent représenter le peuple russe, n'ont-ils pas le soutien du peuple russe lui-même et dépendent-ils entièrement de l'aide étrangère? Le commandant soviétique Mikhail Frunze écrivait « Tout imbécile peut comprendre que là-bas, dans le camp de nos ennemis, il ne veut pas être question de renaissance nationale de la Russie, et que de ce côté-là, il n'est pas question de lutter pour le bien-être du peuple russe. Ce n'est pas pour leurs beaux yeux que tous les Français et Anglais aident Dénikine et Kolchak. Il est évident qu'ils poursuivent leur propre intérêt. Ce fait devrait être suffisamment clair. Il n'y a pas de Russie là-bas. La Russie est avec nous. À l'issue de la guerre civile, notre pays est sorti de sa dépendance semi-coloniale vis-à-vis du capital anglais et français, devenant un État véritablement indépendant. Alors qu'on trahit les bolcheviks, ou qui ont-ils trahi? On entend souvent dire que le peuple russe a été la principale victime de la révolution. Mais les bolcheviks ont-ils interdit la culture russe, la littérature classique russe, ou les chefs-d'œuvre de l'art musical russe? Au contraire, après la révolution, bien plus de gens ont eu accès à ces trésors culturels. Il suffit de regarder les tirages croissants des écrivains classiques russes à l'époque soviétique, ainsi que les musées, expositions, théâtres, écoles d'art et de musique devenus accessibles à des millions de travailleurs et de paysans. Quant à la langue russe, elle est réellement devenue une langue commune à tous les peuples de l'ancienne Russie. Avant cela, des millions de personnes n'avaient pas la possibilité de l'apprendre, tout comme elles n'avaient pas accès à une quelconque forme d'éducation. Et de manière générale, les cultures de tous les peuples du pays ont reçu, sous les pouvoirs soviétiques, un formidable élan de développement. Mais il y a bien une chose qui a été impitoyablement détruite, la barine russe a disparu en tant que classe. Les propriétaires terriens et capitalistes russes ont disparu, tout comme les Baïkazins ou Ouzbeks, les pan-ukrainiens et d'autres oppresseurs. Avec eux, leurs valets, assistants et profiteurs ont également disparu. L'ordre séculaire d'exploitation privée a été détruit. Si vous insistez pour dire que Lénine était un traître, alors oui, il a trahi la patrie des maîtres. Lénine a passé la majeure partie de sa vie à être son ennemi. Il ne l'a jamais caché. L'accuser d'avoir trahi la Russie bourgeoise et féodale pour servir un autre état capitaliste pour de l'argent est absurde. L'objectif de Vladimir Ilitch était tout autre. Il voulait qu'il ne reste plus aucun pays capitaliste sur la planète, qu'une patrie prolétarienne libérée des parasites et des oppresseurs émerge pour tous les travailleurs. Compte tenu du fait qu'une grande partie du peuple a soutenu le pouvoir soviétique, cela fait beaucoup de traîtres. Selon cette logique, le futur général héroïque de l'armée rouge, Dmitri Karbitchev, serait également un traître. Tous les officiers et soldats de l'armée russe qui ont choisi le camp des bolcheviks pendant la guerre civile seraient des traîtres, tout comme les scientifiques, écrivains,
et artistes qui ne sont pas partis à l'étranger après la Révolution ou sont revenus au pays après quelque temps. Bien sûr, il existe des gens, écrivait Vladimir Ilitch Lénine en juin 1918. Des gens sont soit fous, soit des provocateurs. Nous avons traversé 2 révolutions en 12 ans. Nous savons qu'elles ne peuvent être faites ni sur commande ni par accord, mais qu'elles émergent lorsque des dizaines de millions de personnes arrivent à la conclusion qu'il n'est plus possible de vivre ainsi. La situation révolutionnaire de 1917 est préparée pendant des décennies, et la Grande Guerre mondiale en a été le principal catalyseur. Les propriétaires terriens et les capitalistes russes avaient condamné les ouvriers et les paysans à la guerre, à la faim et à la misère. Les responsables de cette situation étaient ces messieurs, et n'ont qu'à se remercier eux-mêmes d'avoir créé toutes les conditions précurseuses à la révolution. Et alors, au final, la vie n'a fait qu'empirer pour le peuple à cause de votre révolution. Famine, misère, les meilleurs, les paysans les plus travailleurs ont été découlakisés. Les esprits les plus brillants ont quitté le pays. C'est vrai? Pourquoi fallait-il faire cette révolution si la vie n'en est pas devenue meilleure? Les anglo-saxons ont ainsi retardé le développement de la Russie et affaibli leurs concurrents. Certes, l'Empire russe n'était pas idéal, mais sous le gouvernement provisoire, on avait commencé à développer la démocratie, et les bolcheviks ont privé la Russie de devenir un pays normal. Dis encore une chose pareille et je te fouette avec une aïgaïka. On peut minimiser autant qu'on veut les réalisations sociales du pays des soviets. Mais le fait demeure. Les droits et les opportunités qui étaient inexistants pour les travailleurs dans les états les plus avancés du monde à cette époque ont été accordés par les bolcheviks et non par les tsars et le gouvernement provisoire. Les bolcheviks ont mis fin aux inégalités de classe. Les catégories sociales ainsi que toutes les restrictions et privilèges qui leur étaient liés ont été abolis. Pour la première fois dans l'histoire, les femmes ont obtenu les mêmes droits civiques et politiques que les hommes. Toute forme de discrimination sur une base nationale a été également combattue. La journée de travail de 8 heures, le droit au congé et la protection sociale, ainsi que la retraite sont aperçus dans notre pays sous le pouvoir soviétique. D'ailleurs, le congé de maternité en Russie s'appelle encore aujourd'hui congé décrétal, car il a été instauré en décembre 1917 par décret du comité exécutif central de Russie. Peu après la Révolution, les pauvres ont commencé à s'installer dans les appartements des riches. Ce furent les premières mesures du gouvernement révolutionnaire pour garantir un logement aux citoyens. Pendant l'existence de l'URSS, des centaines de millions de personnes ont vu leurs conditions de logement s'améliorer. Les soins médicaux gratuits sont devenus un droit pour tous les habitants du pays. Dès le début, les bolcheviks ont opté pour un développement extensif du système de santé. Plus de médecins, plus d'hôpitaux, plus de lits. Le système Chemashko fonctionnait de manière centralisée et planifiée comme une entité unifiée. L'accent y était mis sur la prévention et l'hygiène, avec une approche scientifique globale pour préserver la santé des citoyens. Dès les premières années du pouvoir soviétique, des succès notables furent obtenus dans la lutte contre les maladies infectieuses. Par exemple, en 1927, le taux de typhus avait diminué de 89 fois par rapport à 1912. La prévalence des maladies dites sociales, causées principalement par l'extrême pauvreté, baissait également. En 1919, la jeune République des Soviets lança une campagne d'alphabétisation. D'ici 1936, environ 40 millions de personnes avaient appris à lire et à écrire. Selon le recensement de 1939, 90% des citoyens soviétiques âgés de 16 à 50 ans étaient alphabétisés. Chaque année, le nombre d'élèves dans les écoles, les établissements d'enseignement technique et supérieur augmentait en URSS. Le niveau culturel et éducatif de la société soviétique progressait sans cesse. Les plaies hideuses de la Russie d'avant la Révolution, comme la prostitution et le vagabondage des enfants, ont été éradiquées. En 1930, la dernière bourse du travail a été fermée, le chômage ayant été totalement éliminé en URSS. La guerre civile était encore en cours.
Mais le pays voyait déjà l'ouverture des dizaines d'instituts de recherche scientifique. Le travail des scientifiques les plus avancés était activement soutenu. C'est à cette époque que les bolcheviks ont posé les bases de la grande science soviétique. De même, l'art, la culture et les musées se développaient activement. Sous la direction de Lénine, le plan national de développement du secteur de l'énergie électrique a été lancé. Le plan Galro deviendra une composante essentielle de la future industrialisation. Le pays a accompli un bond gigantesque dans son développement, se transformant radicalement. Les gens eux-mêmes ont aussi profondément changé. Dans un article consacré au 20e anniversaire de la révolution socialiste, Makarenko écrivait « Nous avons appris à être heureux au sens le plus noble du terme. Ce bonheur dont on peut être fier. Nous avons appris à trouver du bonheur dans le travail, dans la création, dans les victoires et dans les luttes. Nous avons découvert la joie d'une unité humaine authentique, libre des compromis et des inégalités, imposées par la richesse des voisins. Nous avons appris à être heureux dans la connaissance, car elle n'est plus le privilège des exploiteurs. Nous avons appris à savourer le repos, car nous ne sommes plus confrontés à l'oisiveté qui s'arrogeait autrefois le monopole du temps libre. Nous avons appris à être heureux en nous identifiant à notre pays, car il est enfin à nous, et non à nos maîtres. L'URSS n'était pas un paradis sur terre, c'était une société en transition, construisant le communisme et établissant un nouvel ordre économique. Le socialisme n'est pas un système prêt à l'emploi, un don pour l'humanité, écrivait Lénine. Tout au long de son existence, l'Union soviétique a été la cible d'agression des puissantes nations capitalistes. À l'intérieur même de l'URSS, la lutte des classes persistait, et nous savons quelles forces ont fini par l'emporter. Cependant, même l'Union soviétique, quoique imparfait, offrait à des centaines de millions de citoyens des conditions de vie bien meilleures que celles que le capitalisme aurait pu leur donner. Même aujourd'hui, plus de 30 ans après la chute de l'URSS, de nombreuses personnes se souviennent avec nostalgie des avantages sociaux qui semblaient naturels à l'époque soviétique. Ils regrettent l'atmosphère unique de la société socialiste et les relations humaines de cette époque. Des millions de personnes ont désormais la possibilité de comparer les garanties sociales offertes par l'État prolétarien, avec la précarité des travailleurs, l'asservissement par le crédit, le chômage et les autres bienfaits de l'actuelle économie de marché. Ils ont exterminé quintessence de la nation. Tout a été orchestré par des marionnettistes invisibles tirant les ficelles en coulisses. Et si nous écoutions directement la réponse de Vladimir Ilitch lui-même, à vos critiques et autres reproches similaires? Retenons-nous au texte de sa lettre adressée aux travailleurs américains, datée du 20 août 1918. On nous accuse de destruction causée par nos révolutions. Et qui sont ces accusateurs? Les valets? La bourgeoisie? Cette même bourgeoisie qui, en 4 ans de guerre impérialiste, a détruit presque toute la culture européenne, ramenant l'Europe à la barbarie, à la sauvagerie, à la famine. Cette bourgeoisie exige désormais de nous que nous fassions la révolution non pas sur ses ruines, non pas parmi les débris de la culture, les fragments de décombres créés par la guerre, et non pas avec des hommes abrutis par la guerre. Oh, comme cette bourgeoisie est humaine et juste. Ces serviteurs nous accusent de terrorisme. Les bourgeois anglais ont oublié qu'en 1649, les Français leur 1793, le terrorisme était juste et légitime lorsqu'il était utilisé par la bourgeoisie à son profit contre les féodaux. Le terrorisme est devenu monstrueux et criminel dès lors qu'il a osé être appliqué par les ouvriers et les paysans, les plus pauvres contre la bourgeoisie. Le terrorisme était juste et légitime lorsqu'il servait à remplacer une minorité exploitante par une autre minorité exploitante. Le terrorisme est devenu monstrueux et criminel lorsqu'il a été utilisé pour renverser toute minorité exploitante, au profit d'une véritable majorité, au profit du prolétariat et du semi-prolétariat, de la classe ouvrière et des paysans les plus pauvres. La bourgeoisie impérialiste a tué 10 millions de personnes et en a mutilé 20 millions dans sa guerre menée pour décider quel prédateur, britannique ou allemand, dominerait le monde. Si notre guerre, celle des opprimés et des exploités contre leurs oppresseurs et exploiteurs, entraîne un demi-million ou 1 million de victimes, la bourgeoisie s'empressera de la qualifier de criminelle. Là dira tout autre chose. Le prolétariat apprend désormais, à travers les horreurs de la guerre impérialiste,
de manière complète et visible, cette grande vérité enseignée par toutes les révolutions, cette vérité léguée aux travailleurs par leurs meilleurs enseignants, les fondateurs du socialisme moderne. Cette vérité, c'est qu'il ne peut y avoir révolution réussie sans suppression de la résistance des exploiteurs. Plus tard, Joseph Staline a expliqué de manière encore plus détaillée le concept de violence révolutionnaire dans une discussion avec Herbert Wells qui reprochait aux communistes leur recours excessif à la force. Voici quelques extraits des réponses de Staline à l'écrivain britannique. Le passage d'un système social à un autre est un processus révolutionnaire long et complexe. Ce n'est pas un simple mouvement spontané, mais une lutte acharnée impliquant des conflits entre classes. Le capitalisme est en déclin, mais on ne peut le comparer à un arbre pourri qui tomberait sur lui-même. Non, toute cette révolution, tout changement de système social a toujours été une bataille à mort. À chaque fois que les forces du nouveau monde prennent le pouvoir, ils doivent se défendre contre les tentatives du monde ancien et restaurer l'ancien ordre par la force. Ces bâtisseurs du nouveau monde doivent rester vigilants et prêts à repousser les assauts du passé contre le progrès. L'ancien système social s'effondre, mais il ne tombera pas de lui-même. Prenez le fascisme, par exemple. Le fascisme est une forme réactionnaire qui cherche à préserver l'ancien ordre par la violence. Que feriez-vous face aux fascistes? Les amadouer? Les convaincre? Mais cela n'aura aucun effet sur eux. Les communistes ne glorifient pas la violence comme une méthode. Cependant, ils refusent d'être pris au dépourvu. Ils savent que l'ancien monde ne quittera pas la scène volontairement. Ils constatent que l'ancien ordre se défend par la force. Par conséquent, les communistes disent à la classe ouvrière, préparez-vous à répondre à la force par la force. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que cet ordre mourant ne vous écrase pas. Ne lui permettez pas de mettre des chaînes à vos mains, les mains mêmes qui renverseront cet ordre. Ainsi, vous comprenez que pour les communistes, le remplacement d'un système social par un autre n'est ni spontané ni pacifique, mais un processus complexe, long et souvent violent. Les communistes ne peuvent pas ignorer cette réalité. Regardons l'histoire. N'était-il pas évident, pendant des années, que le régime tsariste pourrissait et s'effondrait? Pourtant, combien de sacrifices ont été nécessaires pour le renverser? À la révolution d'octobre, était-il si difficile de comprendre que seuls nous, les bolcheviks, offrions une véritable solution? Le capitalisme russe n'était-il pas en déclin? Et pourtant, vous savez combien la résistance ont été acharnées et combien de vies ont été perdues pour défendre la révolution d'octobre contre ses ennemis, qu'ils soient internes ou externes. Le fait est que les classes qui doivent quitter la scène historique sont les dernières à se convaincre que leur rôle est terminé. Les convaincre en cela est impossible. Elles croient que les fissures dans l'édifice pourri de l'ancien ordre peuvent être colmatées, qu'il est possible de réparer et de sauver ce bâtiment qui s'effondre. C'est pourtant les classes mourantes qui prennent les armes et utilisent tous les moyens pour défendre leur existence en tant que classe dominante. Si vous croyez que les communistes recherchent la violence par goût, vous vous trompez. Ils abandonneraient volontiers ce moyen si les classes dirigeantes acceptaient de céder la place à la classe ouvrière. Mais l'histoire prouve le contraire. Staline a expliqué qu'après la révolution, les bolcheviks n'avaient pas immédiatement adopté une politique de dureté envers leurs adversaires. Les mencheviks, les SR et même les cadets ont continué à exister légalement et publié leurs journaux. Le général Krasnov, qui avait dirigé une offensive contre Petrograd, fut relâché, se contentant de sa promesse orale de ne plus lutter contre le pouvoir soviétique. Il a rapidement été clair que plus nous étions conciliants avec nos ennemis, plus ces derniers opposaient une résistance farouche. Très vite, les SR de droite, Gotz et d'autres, ainsi que les mencheviks de droite, ont organisé à Leningrad une insurrection contre-révolutionnaire des cadets, au cours de laquelle de nombreux marins révolutionnaires ont perdu la vie. Le même Krasnov, que nous avons libéré sur parole, a formé des Cosaques blancs. Il s'est allié à Mamontov et pendant 2 ans a mené une lutte armée contre le pouvoir soviétique. Il est apparu rapidement que derrière ces généraux blancs, nous avons appris à nos dépens combien il était erroné d'être trop conciliant. L'expérience nous a montré que, pour affronter ses ennemis, il n'y avait qu'une seule voie, leur imposer une politique impitoyable de répression. Cet entretien a eu lieu en 1931. 10 ans plus tard, Krasnov
a commencé à servir le Troisième Reich, causant encore de nombreux dommages à l'Union soviétique. Voilà une preuve supplémentaire que dans la lutte des classes, l'indulgence envers l'adversaire a un coût. Les capitalistes ne céderont jamais le pouvoir par des élections bourgeoises, par des réformes ou une quelconque évolution politique pacifique. Ceux qui accusent Lénine et les bolcheviks de violence agissent comme si cette violence était parvenue dans un vide. Et non, comme une réponse à la violence des oppresseurs. Comme si, avant cela, il n'y avait pas eu en Russie une pré-révolution, des siècles d'exploitation, de despotisme des seigneurs, de servage, d'humiliation des classes sociales, de fusillades, de manifestations pacifiques et de protestations de travailleurs sans armes. Et quelles atrocités ont commis les intervenants et les bandes blanches dans tous les pays pendant la guerre civile. Ils ont tellement abusé de leur brutalité que leur cruauté a retourné d'énormes masses de gens contre eux. Lénine a aussi parlé de ça. Vous savez que les Kolchaks a reçu l'aide de toute la bourgeoisie européenne. Vous savez que la ligne sibérienne était protégée par les Polonais, des Tchèques, des Italiens et des officiers américains volontaires. Tout ce qui pouvait paralyser la révolution est venu en aide à Kolchak. Et tout cela a échoué parce que les paysans sibériens, qui sont les moins influencés par le communisme, ont reçu une leçon de Kolchak, une comparaison pratique. Les paysans aiment les comparaisons pratiques. Et on peut dire que les Kolchaks nous a donné des millions de partisans du pouvoir soviétique dans les zones les plus éloignées du centre industriel, où il aurait été difficile de les conquérir. Vous condamnez la violence des bolcheviks, mais vous justifiez ou minimisez celle des bourgeois, des intervenants et des blancs. Eh bien, il serait honnête de reconnaître que vous n'êtes pas contre la violence en soi. Vous n'aimez que la violence exercée sur une classe avec laquelle vous avez des sympathies. Il y a des violences et des violences. Il y a la violence des parasites et des exploiteurs contre les opprimés, et il y a la violence des opprimés contre leurs oppresseurs et envahisseurs. Les bourgeois versent sans cesse des larmes de crocodile sur la violence de toute révolution prolétarienne réussie, mais ils ne voient pas leur propre violence séculaire. Les auteurs du Livre noir du communisme, prétendent que les communistes sont responsables de 100 millions de morts. Ils ont même inclus dans ce chiffre des collaborateurs nazis. Ce livre est d'ailleurs largement critiqué pour l'inexactitude de ces données. Bon, prenons ce chiffre, invraisemblablement de 100 millions. Seulement, dans les deux guerres mondiales du XXe siècle, provoquées par la bourgeoisie impérialiste, plus de 90 millions de personnes sont mortes. Et combien d'invasions militaires ont eu lieu après 1945 dans différents pays du monde, en Corée, au Vietnam, en Irak. Les pertes humaines se comptaient également par millions. Et qui s'inquiète des millions de morts à cause des famines orchestrées par les capitalistes, des crises économiques, du chômage, du manque de logements et de soins médicaux? C'est tout autre chose, on dit simplement que certains n'ont pas pu s'adapter au marché. En vrai, qu'est-ce que cela a à voir avec le capitalisme? Les bourgeois parlent hypocritement de l'intolérance à la violence, mais tout au long de leur histoire, ils ont noyé l'humanité dans le sang. Les communistes, quant à eux, affirment clairement que la violence disparaîtra uniquement avec la fin de la lutte des classes. Autrement dit, lorsque tous les moyens de production seront collectivisés et que la division de la société divisée en classes sociales auront disparu. Oui, personne n'a besoin de vos idées. Le communisme a échoué et il n'y a plus de retour possible. Vous avez perdu les cocos. Eh bien, au final, votre communisme ne fonctionne pas. Et franchement, on ne voit même pas pourquoi tout ça a été fait. Ces monstres rouges ont ruiné la Grande Russie. Dans l'intérêt des anglo-saxons. Et à nouveau, donnons la parole à Vladimir Ilitch pour répondre à vos attaques et questions. S'imaginer que l'histoire mondiale avance de manière fluide et ordonnée, sans gigantesques sauts en arrière et non dialectiques, non scientifiques et théoriquement incorrects. Hélas, l'ancien système peut parfois prendre le dessus. Les anciens ordres reviennent parfois grâce aux efforts d'une classe qui refuse de se rendre, qui ne veut pas se séparer de sa position privilégiée. Mais heureusement pour l'humanité, le progrès ne cesse pas après une ou plusieurs défaites des révolutionnaires. Il a fallu plus d'un siècle pour que le capitalisme s'impose sur la planète comme le système économique dominant.
Sur cette ascension au pouvoir, la classe bourgeoise a subi de nombreuses défaites. Mais finalement, le monde entier est passé à un mode de production capitaliste. Car il était plus progressif. Et le féodalisme a définitivement disparu. L'histoire fera aussi du capitalisme une époque révolue. L'exploitation et le chômage, les bourses et les crises économiques, les guerres impérialistes et le luxe des oligarques, l'injustice du travail et l'omnipotence du capital. Tout cela appartiendra au passé, comme les combats de gladiateurs dans la Rome antique, comme la corvée et les duels chevaleresques au Moyen-Âge. Même aujourd'hui, quand il semble que rien ne change dans les fondements de la vie sociale, l'humanité se dirige vers un nouvel ordre économique. Les contradictions du capitalisme se multiplient. La grande révolution d'octobre, les bolcheviks et Lénine ont laissé leurs traces, et leur influence perdure encore aujourd'hui. Aucune force dans le monde ne peut annuler le fait que l'État soviétique a été créé. C'est une victoire historique mondiale. Des centaines d'années, des États ont été construits sur le modèle bourgeois, et pour la première fois, une forme d'État non bourgeois a été instaurée. Peut-être que notre appareil a certaines failles, mais on dit que la première machine à vapeur qui a été inventée n'était pas aussi parfaite, voire il n'était même pas certain qu'elle ait fonctionné. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui compte, c'est que l'invention a eu lieu. Même si la première machine à vapeur était mal conçue, nous avons maintenant les locomotives. Même si notre appareil d'État n'était pas parfait, il existe, et la plus grande invention historique a été réalisée. La révolution d'octobre a donné au monde un exemple de société où tout est organisé non pas dans l'intérêt de la classe des propriétaires privés, mais dans celui de ceux qui travaillent. Cet exemple a été si frappant que les capitalistes des pays développés ont dû améliorer les conditions de vie de leurs travailleurs salariés. Et nous voyons comment, dans l'effondrement de l'URSS, les droits et les avantages des travailleurs ont été progressivement supprimés. Les capitalistes occidentaux n'ont plus de concurrents. Ils se permettent des abus. La victoire sur le nazisme allemand est également le fruit de cette grande révolution. L'Union soviétique a montré qu'une économie basée sur les propriétés publiques des moyens de production et sur un plan qui était capable de rivaliser avec la puissance économique et armée de l'Europe capitaliste. Il est difficile d'imaginer dans quel enfer la planète serait devenue si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Et la Russie, si elle n'avait pas été socialiste, aurait sans doute été anéantie et engloutie par des prédateurs impérialistes plus puissants dès le début du XXe siècle. La révolution d'octobre a éclairé le chemin de la lutte anticolonialiste et de classe pour des dizaines de pays, les inspirant à se libérer de l'oppression coloniale et capitaliste. Peu importe ce qu'on dit aujourd'hui de la Chine, quel que soit le débat sur la nature capitaliste ou socialiste de la Chine, ce pays a retrouvé son indépendance grâce aux communistes. Dans la plupart des pays de la planète, l'intérêt pour le marxisme-léninisme ne cesse de croître, et aujourd'hui, les sujets politiques les plus populaires au monde sont Karl Marx et Vladimir Ilyich Lénine. Mais imaginons une situation absolument incroyable. Tous les livres de Marx, Engels, Lénine et Staline sont détruits. Et toutes les mémoires du peuple concernant l'URSS, la révolution d'octobre et les autres révolutions prolétariennes sont effacées. Les gens ne connaissent que la réalité capitaliste. Bien sûr, cela est impossible, mais imaginons, même dans ce cas, l'humanité sera toujours confrontée aux mêmes contradictions objectives du capitalisme. Des penseurs honnêtes arriveraient de toute façon aux mêmes conclusions scientifiques que Marx, Engels et plus tard Lénine. Avec l'addition de plusieurs décennies de progrès, mais les conclusions seraient fondamentalement les mêmes. Le capitalisme à son stade impérialiste le plus élevé engendre toujours des crises de plus en plus sévères et porte en lui le potentiel de guerre de destruction massive. Sous nos yeux, une nouvelle crise de ce genre menace à nouveau l'humanité de malheurs innombrables. Si notre espèce a un avenir, il est uniquement lié à la transition du capitalisme vers un nouveau monde de production. Et dans ce domaine, l'expérience léniniste est inestimable. L'expérience d'un théoricien capable de décrire scientifiquement les réalités économiques, sociales et politiques de son époque. L'expérience d'un organisateur et dirigeant communiste qui a su maintenir et défendre la révolution à chaque étape de son existence. L'expérience d'une révolution victorieuse. L'expérience de la préservation du pouvoir au cours de la guerre civile. L'expérience de la construction du premier État prolétarien, devenu au final une superpuissance mondiale. Ces grandes réalisations ne peuvent être effacées, ni cachées dans les recoins de l'histoire.
le monde après 1917 ne sera plus jamais le même. Pour la première fois en milliers d'années, l'humanité a expérimenté une autre vie, sans l'anarchie du marché, sans la peur du lendemain, sans l'exploitation de l'homme par l'homme. Et la grandeur de ce pas dans l'histoire de la civilisation humaine est indissociable du nom de Lénine. Nous avons commencé cette œuvre, a déclaré Lénine, lors du 4e anniversaire de la Révolution d'octobre. Quand exactement, dans quel délai et par quel prolétaire d'une autre nation cette œuvre sera menée à terme, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la glace ait été brisée, que le chemin ait été ouvert, que la route ait été montrée. Je suis complètement à plat. Comme ces discussions et la nécessité de trop réfléchir m'épuisent, j'en arrête là. Et moi, je n'ai plus la force de parler avec des partisans d'idéologie totalitaire. Agent des anglo-saxons. Espèce de vermine bolchevique. Eh, où êtes-vous tous partis? Je ne vais pas rester tout seul ici. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых.